Donc ce sont des proportions qui, vous le comprenez, sont particulièrement élevées. Et lorsqu'on cumule ensemble les défiants et les hors-système, on retrouve à peu près cette proportion des 2/3 qu'on avait sur on n'a pas confiance dans la gauche et la droite pour gouverner le pays. Ce qui est spectaculaire, c'est que cette perception de l'opinion d'un décrochage véritablement par rapport à la classe politique touche tous les segments de l'électorat, lui également. On va en trouver dans toutes les familles politiques, pas seulement aux extrêmes, pas seulement dans ceux qui ont envie de renverser le système, pas seulement parmi ceux qui ont envie de renverser la table, comme dit un candidat à l'élection, mais dans tous les segments de l'électorat, y compris dans les électeurs de l'UMP et du PS. On va trouver ces segments, on va retrouver cette défiance vis-à-vis de la politique, y compris chez les jeunes. Chez les 18-24 ans, la proportion de hors-système monte à 44%, ce qui est quand même très inquiétant, puisque normalement l'objet même de notre société, c'est progressivement d'éduquer les générations qui montent à prendre leur place dans le système. C'est quand même les uns et les autres ce que nous souhaitons pour nos propres familles et pour le pays, de voir les générations montantes qui intègrent le système et qui prennent leur part dans le système, 44% des 18-24 ans qui sont hors système. On va en trouver également parmi les professions moyennes, les classes moyennes, dont beaucoup d'analystes aujourd'hui, Louis Chauvel en tête, signalent qu'elles se sentent qu'elles ont un sentiment de souffrance, de décrochage par rapport au modèle français. Les classes moyennes, on va également trouver des proportions importantes de hors système. Et évidemment, tout ceci n'est pas sans lien avec l'ensemble de la séquence qui nous conduit du 21 avril 2002 jusqu'au 29 mai 2005 électoralement, jusqu'à l'automne 2005 si on prend en considération les phénomènes sociaux qu'analyse Vincent. On voit bien qu'il y a là une espèce de séquence avec des crises à répétition. Le 21 avril 2002, qualification du leader de l'extrême droite au deuxième tour de l'élection présidentielle française. 11% de vote trotskiste, c'est-à-dire les 3 candidats trotskistes, 11%. Augmentation à toutes les élections du nombre de bulletins de vote blancs et nuls. Ce n'est pas seulement élévation de l'abstention. Je vous rappelle, le 21 avril 2002, 28% d'abstention. Ça chute à 8 points, de 8 points 15 jours plus tard au deuxième tour, mais ça remonte à 31% aux élections législatives 5 semaines après. Donc augmentation de l'abstention, augmentation des votes blancs et nuls, qualification du leader de l'extrême droite pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, abstention record à l'élection européenne de 2004. Plus personne ne s'en rappelle parce que les gens ne s'intéressent pas du tout aux élections européennes, mais aux élections européennes 2004, on est à plus de 50% d'abstention en France. Référendum constitutionnel, bonne participation, 70% de participation, mais 55% de vote non. Crise des banlieues de l'automne 2005, crise du CPE derrière. Donc on voit bien les liens qui unissent ce pessimisme socio-économique, cette défiance vis-à-vis de la politique, vis-à-vis des politiques en général, et un certain nombre de crises. Alors pour autant, à partir de cette descente aux enfers, est-ce qu'on peut progressivement remonter les marches et se dire mais finalement, est-ce que ça veut dire que tout se délite ? On pourrait sortir là du rayon des analyses sociologiques, donc la sociologie ne manque pas de théories en rayon pour expliquer tout ça, en disant mais au fond tout ça ne fait que traduire l'immense processus historique dont ce segment de temps n'est qu'un tout petit échantillon. Ce processus historique, c'est celui de l'individualisation, le détachement des individus par rapport à tous les grands cadres collectifs. C'est un effet en boule de billard de la chute du mur de Berlin, de l'effondrement des grands systèmes idéologiques. On ne croit plus dans les grandes idéologies. Donc je crois que la sociologie ne manque pas de théories en rayon pour expliquer tout ça. Mais je crois qu'on peut essayer d'aller un petit peu au-delà des explications qui sont, je crois quand même, ils sont intéressantes en termes d'individualisation. Vous disiez tout à l'heure un petit peu ce do-it-yourself ou ce rapport à la carte vis-à-vis de la politique. Premier point par rapport à tout ceci. Je voudrais appeler à la prudence d'interprétation
dès que nous avons affaire à un phénomène où on dit ça monte, ça descend, ça décline, ça se redresse, il faut être extrêmement attentif. Dans le début des années 80, un ouvrage est publié par la documentation française qui s'appelait « Français, qui êtes-vous » ? Dans ce bouquin qui paraît au début des années 80, il y a déjà des tas de gens qui expliquent que les Français sont de plus en plus individualistes, qui veulent cultiver leur jardin, qu'on est le pays où à la fois on n'aime pas la politique, mais en même temps on est le pays des milliers d'associations loi 1901 qui traduisent un rapport des Français à la vie publique. Parce que créer une association loi 1901, ce n'est pas seulement se réunir entre gens qui partagent une conviction, une passion, un intérêt, c'est aussi inscrire la défense et la promotion de cette conviction dans l'espace public. Une association loi 1901 est reconnue par la préfecture, elle doit rendre des comptes. Donc déjà dans les années 80, on disait ce genre de choses. Et donc je voudrais déjà appeler à la prudence d'interprétation par rapport à toute une littérature qui a fait florès depuis un certain nombre de mois, qui est la France qui tombe, le déclin de la France, le déclin des valeurs, le déclin des institutions, la France qui est tombée au champ d'honneur il y a quelques années, sur l'autel de l'Europe et de la mondialisation qui n'est pas arrivée à s'en remettre. Je voudrais appeler à la prudence par rapport à ça. Et donc, dès qu'on a affaire, et je pense que vous qui êtes habitués à traiter des masses budgétaires, etc., vous le savez très bien, dès qu'on a affaire à des tendances sur plusieurs années, il faut toujours se demander quel est le point de comparaison pour dire que ça monte, que ça descend. Donc, si on essaye de dire, mais la France, ce sentiment de déclin, qu'en est-il ? Tout dépend par rapport à quoi on compare et par rapport à quel point dans le temps on compare. Premier point d'appel à la prudence par rapport à toutes ces théories qui disent tous d'élite, effondrement des cadres collectifs, effondrement des liens sociaux, absence de confiance dans la politique. Moi, je vous ai amené à l'observer avec moi au moment de 2006-2007, mais pour essayer de remonter dans l'explication et de trouver les rayons de soleil, il faut se poser toutes ces questions. Le deuxième point de prudence, c'est est-ce que la France serait ce drôle de pays accablé par tous les malheurs de la terre, et là il y aura un truc spécifiquement français. Je crois que vous avez compris mon sentiment, je crois que ce n'est pas vrai. Je pense qu'on n'est qu'un échantillon représentatif des problèmes qui touchent l'ensemble des pays occidentaux, pas seulement européens. On en est particulièrement représentatif dans la mesure où notre pays a été une grande puissance militaire, économique, diplomatique. Donc évidemment, nos souffrances et nos difficultés attirent plus l'attention que d'autres pays. Mais que je sache, le Royaume-Uni, par exemple, n'est pas épargné par les phénomènes qui nous touchent tous. Je rappelle juste à propos de on ne croit plus dans la politique en France, etc. Aux élections législatives britanniques de 2001, participation 59%. Aux élections européennes britanniques de juin 1999, participation 24%. Lorsqu'on regarde l'évolution de la participation politique dans toutes les grandes démocraties occidentales, elle baisse de partout, y compris chez les pays scandinaves, y compris chez les Danois, les recordmen d'Europe de la participation politique. Même aux élections législatives danoises, on ne vote plus avec des taux de participation de 88%, on est plutôt à 80, 79%. Même dans les pays où le vote est obligatoire, en Belgique, les Belges ne votent plus à 95%, 92, 90%. Donc même dans les pays où le vote est obligatoire, il y a une baisse de la participation. On le voit sous d'autres aspects, bien sûr, que la participation politique. Donc ça, c'est le deuxième point de recul, de dire attention, ce n'est pas seulement les malheurs spécifiquement français, ce sont les malheurs du monde occidental qui est en train de connaître un processus de transformation gigantesque. Je pense que dans plusieurs décennies, on se rendra compte que ce segment que nous sommes en train de vivre était effectivement bien un segment historique de très grande transformation. Donc on n'est que représentatif de ça. Troisième point de recul pour nous permettre de remonter vers des choses plus optimistes. Alors je ne sais pas du tout combien de temps il me reste. Mais... En tout,
tout une demi-heure, mais avec toutes les questions, donc 10 minutes pour... Donc troisième point, pour avoir le recul, on constate quand même dans le même temps des nouvelles formes de relation à la politique. Alors bien sûr, on s'abstient aux élections davantage qu'avant, mais on est capable de se remobiliser lorsqu'il s'agit de défendre de grandes causes. Donc entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2002, une partie du pays a le sentiment que la démocratie française est en danger. Ça manifeste de partout, dans toutes les grandes villes françaises. On a les plus grandes manifestations dans certaines villes depuis quasiment la libération. On gagne en 15 jours 8 points de participation. Lorsqu'il y a un grand débat national qui clive le pays, qui pose des questions fortes, comme le référendum constitutionnel, on monte à 70% de participation. Alors certes, c'est un tout petit peu en dessous du référendum de Maastricht de 92, mais quand même, c'est 70% de participation. On constate, pour ces élections de 2007, beaucoup de débats publics. Je ne ferai pas l'erreur quand même de considérer que tout le monde discute politique sur Internet. Ça touche un petit segment de la société française, mais ça existe. Donc il y a de nouvelles formes de rapport à la politique. Dans les enquêtes du baromètre politique français, et là aussi, dans un premier temps, on a cru que c'était un effet CPE. Ça s'est atténué après, mais ça s'est maintenu. On a de l'ordre de 40% des électeurs français qui déclarent qu'ils seraient prêts à descendre dans la rue pour manifester et défendre leurs intérêts. Il y a une exigence par rapport à la politique en France qui est intéressante, qui ne traduit pas une vision désespérée qu'ont les Français vis-à-vis de la politique. Je pense que fondamentalement, le point fondamental, et Vincent a déjà ouvert la brèche là-dessus, c'est la question de revitaliser, régénérer, renouveler le personnel politique français. Là aussi, il ne faut pas commettre l'erreur de dire tous des pourris, ils ne s'occupent pas bien des Français, ils s'en mettent plein les poches, etc. C'est très largement faux. On le sait tous ici. La classe politique française, c'est d'abord beaucoup d'élus locaux. Donc les enjeux sont plus des enjeux de revitaliser, de régénérer le personnel politique français en termes générationnels, en termes de genre, en termes d'origine, qu'elles soient des origines nationales ou qu'elles soient des origines ethniques ou qu'elles soient des origines de toutes dans de nombreuses dimensions. Je pense que là, il y a un enjeu qui est considérable. Les études qui sont faites sur l'âge moyen ou l'âge médian des députés montrent que les députés sont de plus en plus âgés en France. C'est quand même un peu invraisemblable. Il faut savoir ici que dans les années 50, sous la 4e République, il y a plus de femmes au Parlement qu'aujourd'hui. Donc ce qui est quand même, ça choque, on va dire, y compris si on n'est pas, au minimum, même si on n'est pas un partisan de la cause des femmes en politique, mais quand même ça pose un souci. C'est plus de la moitié de la population française et sa représentation à l'Assemblée nationale ne cesse de diminuer. Donc je crois qu'il y a là quand même un enjeu qui est tout à fait fondamental. Au-delà des discours un peu convenus sur le fait qu'il faut revitaliser, régénérer la classe politique, je pense que là où, sans aucun doute, la France a quelque chose qui lui est un petit peu spécifique, si on compare la France à d'autres pays, et alors moi j'ai un tropisme qui est souvent de comparer la France au Royaume-Uni. C'est assez simple, ça s'explique. J'ai vécu de nombreuses années au Royaume-Uni, donc j'ai eu le sentiment de ne comprendre la France qu'en vivant chez nos amis grands-bretons. Une dimension fondamentale dans la vie politique britannique et dans la classe politique britannique, c'est l'idée de rendre des comptes. L'idée de rendre des comptes. Juste pour l'anecdote, depuis quelques années, il y a des évolutions qui ont lieu en France où les congrès des partis politiques, les grandes séances de discussion à l'Assemblée nationale sont retransmises à la télévision, mais ça fait très 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 nombreuses années que c'est le cas au Royaume-Uni. Très nombreuses années. Donc je crois que cette idée d'une classe politique qui gagnerait à davantage rendre des comptes. Je mets à part la question des jurys citoyens, de l'interprétation royaliste, on va dire des jurys citoyens. Mais il y a quand même quelque chose
qui est en France de l'ordre de « élisez-moi, faites-moi confiance, et après je disparais dans la nature ». D'une certaine manière, un petit peu tout se tient, bien sûr. C'est à la fois aussi la défiance politique qu'on constate, elle s'accommode assez bien aussi d'un modèle où on réitère par vote tous les 5 ans quelque chose dans lequel on ne croit pas beaucoup. Et puis justement parce qu'on n'y croit pas beaucoup, finalement on ne demande pas beaucoup de comptes, etc. Mais je crois qu'il y a là quand même un enjeu qui est fondamental et peut-être quelque chose qui est un peu spécifique à la France, sans prendre parti ici sur le modèle institutionnel français. Je crois qu'il faudra que la France se pose, et je crois qu'on commence à être dans ce cas de figure, une question fondamentale qui est l'évolution de son régime politique. Allons-nous devenir un régime présidentiel avec un gouvernement du président? On voit tous ici qu'il y a une sorte de double emploi entre le président et le Premier ministre aujourd'hui. Est-ce qu'on va devenir un pays présidentiel avec un gouvernement du président, mais avec toutes les responsabilités présidentielles qui vont avec? Ou est-ce que la France devra un jour se poser la question de la particularité de son modèle institutionnel vis-à-vis du modèle dominant en Europe qui est plus parlementaire, avec un Parlement plus fort, demandant davantage de comptes, etc. Donc j'ouvre un petit peu la discussion là-dessus. Je pense que ça peut être une piste de discussion qui est intéressante. Je vais conclure par rapport au grand sujet de préoccupation de l'électorat aujourd'hui et par rapport aux échéances qui s'approchent. Si on réfléchit à l'ordre de préoccupation des Français, il est relativement simple. Le tiercé gagnant, c'est l'emploi, le pouvoir d'achat, les inégalités sociales. Ça varie un petit peu au sein des électorats. L'électorat de gauche, il est particulièrement, lui, va mettre les inégalités sociales avant le pouvoir d'achat. L'électorat de droite, il va booster un petit peu la question de la sécurité, de l'immigration, de la place de la France dans le monde. Mais globalement, ça reste ça, l'ordre de préoccupation des Français. La santé et l'éducation, mais en dessous. Ce n'est pas dans le tiercé gagnant, mais en dessous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il est fondamental de comprendre que la vie politique française n'est plus une vie politique qui est interprétable dans une seule dimension, entre la gauche et la droite. Ça existe toujours. On a vu tout à l'heure que ça pose des soucis quand même aux électeurs français. Ça existe toujours, mais ça n'est plus la seule dimension dans laquelle les électeurs raisonnent. Il y a au minimum une deuxième dimension, qui est une dimension qui a été résumée par certains sociologues comme la dimension entre le matérialisme et le post-matérialisme. Nos collègues de Sciences Po, d'autres collègues de Sciences Po disent que c'est la dimension entre les valeurs de l'universalisme, la tolérance, l'ouverture et les valeurs de l'anti-universalisme. Pascal Perrineau dit la société fermée. Donc il y a une deuxième dimension. Donc la vie politique, ça ne s'interprète plus dans une seule dimension, mais dans plusieurs dimensions, et pas seulement la gauche et la droite. Troisième point de conclusion. D'une certaine manière, pour reprendre les mots de Pierre-Rose en Vallon, il y a toujours eu dans la politique une double dimension et une double exigence vis-à-vis des hommes politiques, qui est l'exigence d'être en capacité, d'avoir les épaules assez larges pour assumer ses responsabilités, la dimension de la capacité des hommes politiques, et puis la dimension de la proximité. Et alors c'est tout à fait étonnant dans cette élection de 2007, on voit à quel point cette espèce de Janus démocratique à deux têtes, la proximité et la capacité, se sont longtemps incarnés dans deux des principaux candidats. Je pense que tout le monde voit bien de qui je parle. Et que l'une des choses tout à fait passionnantes qui nous arrive, qui est, je crois qu'il va vraiment se dénouer dans les semaines qui arrivent, c'est de savoir si ce sont ces deux dimensions qui sont toujours importantes, la capacité et la proximité, s'il y a de la place en France aujourd'hui pour quelque chose qui est entre les deux. Donc je livre ça bien sûr à vos réflexions. Je conclus d'un dernier mot en vous redisant à quel point il faut à la fois mesurer l'ampleur de ces décalages, l'ampleur de cette crise de confiance dans la politique, de ce sentiment et de ce syndrome de pessimisme, mais en même temps ne pas verser dans un syndrome qui serait tout va mal, tout va de plus en plus mal, etc. Je pense qu'aujourd'hui,
lorsque les jeunes générations regardent la vie politique française, il y a un tableau d'apocalypse qui leur est présenté. On leur explique tous les jours que ça va mal, etc. Et moi, j'ai des enfants adolescents. Et très souvent, quand je leur parle de politique, ce qui me renvoie, c'est effectivement que les adultes que nous sommes leur expliquent qu'il n'y a pas d'avenir, que tout est bouché, que tout va mal. On leur renvoie nos craintes vis-à-vis de l'école, vis-à-vis des diplômes, vis-à-vis du premier boulot, vis-à-vis de l'intégration dans la société. Ils se demandent tous, mais alors à quoi ça sert les discours? On nous dit il faut travailler, il faut bosser, il faut trouver sa place dans la société. Je pense qu'on a un devoir collectif, les analystes, les médias, la classe politique, de définir des perspectives et de tracer des chemins et d'expliquer un petit peu d'autres choses que ça va mal, et la France est le plus mauvais élève de la classe. Merci beaucoup.